Moi, je suis dans... Bonjour à tous. On commence sans transition. Alors, merci d'être là. On est ensemble pour cette table ronde qui s'intitule « Collaborer pour accélérer notre réindustrialisation ». Alors, un terme assez vaste. Ce dont on va parler, c'est de la collaboration, en particulier entre les PME et les startups, en particulier de leur potentiel de collaboration et de la façon dont ça peut impacter notre capacité à développer l'industrie française. Alors avant toute chose, je voudrais remercier et féliciter toute l'équipe du collectif Startup Industriel France qui milite toute l'année pour donner de la visibilité et au-delà de la visibilité, des actions concrètes pour permettre une émergence plus simple, plus concrète et plus réelle à toutes les startups industrielles de France. Merci de nous accueillir pour ça. Et puis le collectif Startup Industriel, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'ils font. Alors Internet le fera beaucoup mieux que moi, mais c'est aussi des solutions, vraiment des solutions concrètes, applicables. Si vous êtes entrepreneur dans l'industrie, ne manquez pas d'aller utiliser votre navigateur Internet favori pour vous renseigner sur le sujet. Je vais commencer par vous présenter nos invités. J'ai 4 invités avec moi. Et quels invités? Je commence par de gauche à droite donc. Alain Vernat, vous êtes PDG de Toshiba Tech, c'est la division industrielle du groupe japonais. Et vous êtes également le président fondateur de la grappe d'entreprise Vialog, si je le prononce correctement. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu. À ma gauche, Anaïs, chercheuse à l'Université de Poitiers et également directrice associée du cabinet June Partners. Et tu es aussi experte des sujets de la réindustrialisation. À ma droite, Nicolas Pailloncy, qui est le CEO de Metal Additive Technologies. Et donc, à l'extrême droite ici, j'ai Paul Perretier, le CEO d'Adoc, qu'on appelle aussi communément le Hub Tactile, si je ne m'abuse. Alors, de quoi parle-t-on? Si on prend l'abstract de cette table ronde que vous avez bien entendu tous lu et relu pour préparer cet échange, il y a un postulat qui est mis en avant, qui est celui qu'en gros, les PME bénéficient plus naturellement, enfin, les startups auraient besoin de foncier industriel, mais aussi d'expertise industrielle, tandis que quelque part, la PME aurait besoin d'un peu plus d'agilité numérique, ou même peut-être d'agilité numérique, tout simplement. Ce que je vais vous demander, c'est est-ce que vous rejoignez ce constat? En quoi il vous concerne? Et est-ce que vous souhaitez tout simplement compléter ce constat-là? On commence par toi, Paul. Oui, volontiers. Nous, en quelques mots, on fabrique un produit électronique de haute technologie chez Toshiba, avec les équipes d'Alain. Et on a conçu donc cette innovation avec une technologie propriétaire. On l'a développée pendant plusieurs années, notamment incubée à Polytechnique. Et quand est venu le moment d'industrialiser, la question s'est posée de comment le faire, avec qui et où. Alors en toute transparence, on a commencé par se tromper de partenaire industriel, puis à aller voir à l'autre bout de la planète ce qui se faisait. Et finalement, on a fait le choix décisif et qu'on ne regrette absolument pas de collaborer avec les équipes d'Alain chez Toshiba Tech à Dieppe. On y a trouvé une grande expertise au sein de l'équipe sur des sujets qui étaient finalement assez proches de notre produit. Donc nous, on a un projecteur, un ordinateur et de l'électronique à l'intérieur. Et toute l'histoire de Toshiba Tech autour du photocopieur, autour des produits électroniques, des ordinateurs Toshiba, venait aider et nous apporter cette expertise, cette rigueur aussi qui peut peut-être manquer aux startups au début, pour passer d'un proto à un vrai produit industrialisé. On y reviendra, Paul, mais je vais te poser la question maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te classes dans le camp des startups industrielles? Parce que ce qu'on se disait lors de la préparation, c'est qu'on pourrait vous trouver à un grand salon technologique que je ne vais pas citer, concurrent de celui-ci, mais en fait, aujourd'hui, tu es un salon industriel. Toi, tu te considères de cette famille-là, finalement, comment et pourquoi? Oui, complètement. Alors déjà, on est fiers d'être une start-up industrielle. C'est pas un gros mot et je pense que ça a de plus en plus le vent en poupe. Autrefois, peut-être qu'on était un peu les vilains petits canards de la French Tech dès qu'on parlait de hardware et non pas de SaaS B2B. Et nous, on est fiers parce qu'on a un produit hardware, on a un produit électronique, on le revendique et en plus, on s'adresse à ce monde-là, au monde industriel. Nos clients et nos utilisateurs sont des gens sur le terrain, dans le BTP et dans l'industrie. Donc je pense qu'on a
toute notre place ici plutôt qu'à d'autres salons qu'on ne citera pas. Super, merci beaucoup Paul. On va enchaîner avec toi Nicolas, donc tu es CEO chez Metal Additive Technologies. Qu'est-ce qu'elle t'évoque cette thématique qu'on traite ensemble aujourd'hui? Tu as envie de la compléter, de la contredire? Qu'est-ce que ça t'évoque tout simplement? Non, j'y adhère. Moi, ça correspond à la manière dont j'ai voulu me développer. Donc, Metal Additive Technologies, nous avons repris un portefeuille de brevets d'une technologie de fabrication additive qui permet de faire des pièces forgées à partir de poudre. Donc, la même chose que ce qu'on fait en forge traditionnelle, mais avec 50% de matière et d'énergie en moins. Et initialement, partant du constat qu'Aurélien a évoqué, je m'étais dit, je vais faire une JV avec des gens de la filière que je connais bien où ce type de solution peut être intéressante, en l'occurrence l'aéronautique. Donc on commence à poser les statuts de notre JV, etc., avec un sous-traitant de la filière. Et puis arrive le mois de mars 2020. Et là, c'était un peu plus compliqué. Et en fait, ça a aussi signifié pour Metal Additive Technologies des opportunités financières, c'est-à-dire qu'avec les différentes aides qui se sont qui sont présentées, je me suis retrouvé avec une situation de trésorerie un peu inattendue. Et je me suis dit, le partenariat, je vais le faire avec moi-même. Et donc, j'ai cherché une PME qui, elle, était à un virage, savait qu'elle avait besoin de se lancer dans une nouvelle aventure. Et le deal, ça a été, moi, je vous apporte la techno et vous m'apportez les titres. Donc, désormais, Metal Additive Technologies est la maison mère de cette société, une société de mécanique de précision, 30 personnes, et qui, demain, finira en usinage les semi-finis qu'on va réaliser à partir de poudre. Voilà, donc on est vraiment dans cette logique de... Moi, initialement, j'avais besoin d'un métier industriel, d'une structure industrielle que je n'avais pas, et sur le plan de l'infrastructure, mais aussi sur le plan des débouchés commerciaux. La PME, elle commençait à stagner, pour ne pas dire plus, à vivoter. En tout cas, elle avait besoin de prendre un nouveau virage. Et on s'est retrouvés, y compris capitalistiquement, pour dérouler ce projet. Ok, un vrai intérêt mutuel commun, orienté business et technologie. Très intéressant. On continue avec toi, Anaïs. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce sujet? Est-ce que tu trouves que c'est galvaudé d'imaginer la PME qui, elle, serait nulle en numérique, et puis au contraire, la start-up qui, elle, serait hyper agile, mais qui, du coup, n'y connaîtrait rien en industrie? Alors, je grossis le trait, vous l'aurez bien compris. Est-ce que ça te paraît galvaudé, vrai? Dans quelle mesure Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, en fait, c'est en effet un peu galvaudé. C'est-à-dire que ça serait partir du principe que, finalement, toutes les PME ont un train de retard et que les PME ne sont pas capables, ou les ETI ne sont pas capables d'être innovantes. Ouais. On a des entreprises qui sont implantées sur des territoires depuis des dizaines d'années et pourtant qui sont capables d'innover, de se renouveler en permanence. Et de la même manière, on a des startups qui innovent, mais qui vont innover sur de nouveaux produits et donc qui ne vont pas forcément donner l'agilité qu'on pourrait rechercher chez certaines PME. Là où le sujet est vraiment intéressant, c'est plutôt que ce sont deux mondes qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas et qui ont besoin de travailler beaucoup plus ensemble. À la fois parce qu'il y a une réalité, c'est que les PME industrielles, elles ont déjà une culture industrielle et une robustesse en termes de process et de procédés industriels qui peuvent permettre d'accélérer les startups dans leur développement industriel en leur disant vous avez une idée, vous avez un concept, vous avez peut-être un premier produit, mais nous, on est capable de vous aider à faire de ce produit quelque chose qu'on va pouvoir produire en série. Et ça, c'est intéressant. Et de l'autre côté, les startups peuvent aussi amener une culture un peu différente, un regard différent aux industriels et éventuellement aussi leur apporter des réponses à des problèmes clairement identifiés. C'est-à-dire que chez certains industriels, vous avez des problèmes qui vont être liés par exemple à du contrôle optique ou au besoin de développer de nouveaux produits. Et donc, on peut avoir des startups qui vont amener des réponses identifiées clairement chez ces industriels. Et la troisième chose, là où c'est intéressant, je pense, pour certaines industries qui sont confrontées à des mutations profondes, c'est que les startups peuvent, à condition qu'on accepte de prendre le risque qui est lié au développement de nouveaux produits, éventuellement d'attaquer de nouveaux marchés, peuvent amener des nouveaux volumes à des PME, et pour certaines qui voient leur marché historique décliner. Mais là, il faut prendre le risque d'accompagner ces personnes dans leur développement industriel et aussi commercial parfois. C'est très clair. Donc une rencontre qui s'opère peut-être aussi plus tôt entre des startups avec des industriels qui vont maximiser leurs chances que le projet aille au bout. On a tout un tas de startups, par exemple, en France qui ont dû arrêter leur projet parce qu'ils n'ont pas eu cette rencontre industrielle assez tôt et donc voilà, avec quelque chose qui n'aboutit pas. À nous, Alain,
Du coup, qu'est-ce que ça vous évoque à vous, ce sujet-là? Et vous, comment vous vous positionnez? En quoi ça vous concerne au vu de la stature et des projets actuels de votre entreprise? Oui, alors je dirais que pour nous, alors que nous soyons PME ou filiale d'un grand groupe international tel que nous à Toshiba Dieppe, ce qui importe, c'est la transformation avant tout. Donc pas seulement la transformation digitale ou numérique, mais toute forme de transformation, et notamment tout ce qui touche à nos organisations. Et c'est ce qui finalement a fait l'essence même de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc d'une activité historique d'assemblage de photocopieurs qui s'est en permanence remise en question dans ses process, dans ses habitudes de travail, pour faire face à des transformations parfois subies sous la pression d'une mondialisation, d'une concurrence exacerbée, ou bien parfois des transformations voulues, comme quand on a fait effectivement notre transformation digitale et d'automatisation de nos process. Alors tout ça pour dire que l'intérêt qu'on trouve aujourd'hui à travers à la fois la fondation du groupement d'entreprises Vialog, qui a pu être présenté tout à l'heure en pitch par Nicolas Renoux, donc un regroupement d'une quinzaine d'entreprises en fait sur notre territoire, à la fois bureaux d'études, transformateurs, donc en tôlerie, en usinage, en peinture, injection plastique, électronique, Toshiba en tant qu'assemblier, et puis des logisticiens. Et en fait, on amène ici toutes les compétences requises pour apporter en fait toute ou partie de la valeur ajoutée d'un produit. Alors quand on a fondé Vialog, pour nous l'idée c'était de dire comment on peut recréer finalement une influence économique de notre entreprise sur le territoire de Dieppe. Et puis au final, on a commencé à rentrer en contact avec une première start-up technologique, puis une deuxième, puis les choses se sont mises en place finalement bout à bout, un peu comme une sorte de puzzle où on a dit, bah, tiens, là, il y a un vrai truc à faire. Alors c'était en 2009, donc création de Vialog, contact avec notre première start-up techno donc en 2013. Il s'agissait des fondateurs de Greenbig, donc de la Bibot actuelle. Et donc on a poursuivi dans cette démarche-là, en développant des relations à long terme finalement de projets avec des fondateurs. Et quand Paul est venu me trouver en me disant voilà, j'ai un super produit, on a fait 2 fois le Suez à Las Vegas avec ça et il m'en faut 800. Je l'ai regardé dans le blanc des yeux, je lui ai dit bah, écoute, on va déjà t'en faire 20 puis on va voir comment ça se passe. Et là, c'est le début d'une grande histoire qui se met en place parce qu'effectivement, il faut qu'on apprenne à faire matcher ces deux mondes-là complètement différents. La start-up qui n'a pas le temps, qui va brûler du cash. Nous qui avons des processus industriels, des procédés de qualification, des gens également qu'on doit faire changer dans les esprits. Je dois en permanence dire à mes équipes, mais non, on ne va pas faire comme ça, il faut qu'on apprenne à penser autrement. Et donc c'est toute cette transformation-là qu'on doit faire en permanence. C'est très intéressant, puis vous m'offrez une transition toute faite. Paul, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, quand tu as pris contact avec Toshiba, est-ce qu'il y avait un sujet de langage ? Tu vois très bien où je veux en venir. Est-ce qu'il y a eu un sujet de... On ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes référentiels, ou est-ce que ça a été fluide? On sait que c'est aussi des rencontres, mais comment ça s'est passé? Est-ce que tu as ressenti ce truc-là, ou est-ce que dans tes expériences passées, tu as eu d'autres prises de contact moins fructueuses, disons? Bien sûr. Alors, c'est effectivement ça. C'est une question de se comprendre et de langage. Donc, je le disais tout à l'heure, nous, on a fait le choix de produire chez Toshiba en France, avec l'avantage énorme que s'il y a un problème, c'est plus simple de sauter dans un train pour Dieppe que dans un avion pour Shenzhen. Et malgré ça, il y avait quand même une barrière, ou en tout cas un besoin de s'adapter des deux côtés. Et c'est vraiment partagé. C'est pas un côté qui est responsable plus que l'autre. De notre côté start-up, il y avait un besoin de progresser en termes de rigueur, de documentation, de compréhension des tests nécessaires sur notre produit pour en faire ce que je disais tout à l'heure, de passer d'un proto à un produit qui est fait en dizaines, en centaines et peut-être en milliers. Parce que si on a un problème sur un proto que l'on peut résoudre à la main, il va se répéter sur la petite série, puis sur la grande série. Et à l'inverse, du côté des équipes de Toshiba, il y avait un peu entre guillemets, ces jeunes sauvages qui arrivaient. Alors quand je dis jeunes, dans l'équipe, on va de 25 à 64 ans. Donc c'est juste sauvage. Qui arrivaient avec effectivement beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme, mais peut-être pas mal d'impatience aussi. Et besoin de se comprendre sur certaines choses et de faire des choix. Et c'est vrai que de temps en temps, on a pu dire, et même récemment, on a eu l'exemple avec les équipes de Toshiba,
on prend ce risque, on fait ça, on lance cette production, même si c'est pas autant testé que ce qu'on voulait, autant approuvé, et voilà. Et nous, on est prêt à prendre le risque parce qu'on a confiance et parce qu'on sait qu'on trouvera des solutions, donc on y va. Donc peut-être aussi un peu plus d'audace d'une certaine façon, ce qui a pu payer, et on a fini par arriver à se comprendre. Et maintenant, ça fait plus de 4 ans qu'on travaille ensemble, et je pense que des deux côtés, on a beaucoup progressé et gagné de cette collaboration. En tout cas, nous, on est ravis. Top. Merci beaucoup. C'est très clair. Ma question, elle est sur, pour toi, Anaïs, sur le sujet un petit peu on va l'appeler des guerres de chapelle. On a l'impression parfois que sur le territoire français, alors l'idée n'est pas de dire que tout est bien outre-Atlantique, mais on a l'impression qu'un start-upper qui fait du hard aux États-Unis, il a à peine eu l'idée que 2 semaines après, il a pitché devant 15 VC, devant 30 industriels, et que nous, il y a un côté qui est peut-être un peu plus conservateur. Paul, on pourra en reparler, mais est-ce que toi, tu ressens ça? Tu es aussi en mission, toi, avec des industriels, Anaïs. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a ce truc où soit on a peur de se faire piquer l'idée, ou que la barrière de langage est trop forte, la barrière territoriale? Est-ce que tu as l'impression que cette collaboration entre des PME, par exemple, en territoire, et de la start-up, elle est difficile aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, on pourrait peut-être la faciliter? Difficile, je ne sais pas si difficile est le bon mot. Je pense que le sujet est plutôt qu'on a des PME extraordinaires partout en France, mais qu'elles sont très très peu connues. Et qu'en fait, parce qu'elles n'ont pas de site internet, parce qu'elles ont l'habitude de travailler avec quelques donneurs d'ordre, pour X et X raisons, finalement, elles sont connues dans un écosystème assez restreint. Et que quand quelqu'un arrive avec l'idée de développer un nouveau produit, trouver le fournisseur de pièces ou de sous-ensembles, voire les fournisseurs, parce qu'en général, il y a plutôt plusieurs fournisseurs et une étape d'intégration, est extrêmement complexe et que c'est finalement parfois beaucoup plus simple d'aller à l'autre bout du monde où on va trouver toute une série de personnes prêtes à faire un devis très rapidement que de le faire en France. Donc il y a le sujet, de connaître les fournisseurs de solutions, industriels qui vont être capables de se saisir du sujet. 2, une question d'envie parfois des industriels de se saisir du sujet. Il y a une question parfois un peu culturelle avec des temps pour faire des devis qui sont très longs, le fait qu'on peut regarder des acteurs différents avec une sorte de défiance et donc pas forcément l'envie d'aller prendre du temps pour étudier la pertinence de se développer sur ce sujet-là. Et après, dans l'autre partie de ta question, au-delà de la connaissance de l'écosystème et de ce que les industriels peuvent offrir aux startups qui ont envie de produire directement des produits en France, il y a la question du financement. Et sur le financement, malheureusement, on pointe, et à raison, beaucoup la difficulté pour les startups industrielles d'accéder à des fonds, mais c'est un sujet qui concerne finalement toute l'industrie. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir des capacités de financement qui vont concerner toutes les vies d'une entreprise. J'ai mon idée, je veux industrialiser, j'ai une entreprise mature mais qui est confrontée à des gros enjeux de transformation, décarbonation, numérisation, mutation du modèle économique, des entreprises en difficulté. Aujourd'hui, vous avez une entreprise en difficulté en France et que vous avez du capex industriel à financer, c'est extrêmement difficile. C'est presque plus difficile que d'aller trouver des fonds que quand on veut industrialiser. Et après, il y a toute la gestion de la transmission de l'entreprise. Et donc, c'est bien d'avoir des véhicules financiers, aussi bien en fonds publics qu'en fonds privés, qui répondent aux besoins à chaque étape du cycle de vie d'une entreprise. Et comme on s'est désindustrialisé, comme on a déconsidéré l'industrie, qu'on a vraiment eu tout le discours, et on est en train de rompre avec ce discours, mais pendant 40 années, c'était on est une société de services, on mise sur la société post-industrielle, personne n'avait envie de s'embêter à financer l'industrie, d'autant que les ROI sont parfois moins élevés que dans la tech, et que le retour sur investissement peut être plus long. C'est-à-dire le temps industriel, c'est un temps long, parce que le temps d'investissement dans le hard est beaucoup plus long que dans la tech, mais à la fin, vous avez quand même la garantie, tu as la garantie d'avoir un produit physique, quelque chose qui marche, et pas une valorisation finalement au petit bonheur, la chance. C'est très clair. Merci Anaïs. Je vous propose qu'on rentre dans le dur du sujet, c'est comment on améliore les choses. C'est-à-dire qu'on s'était dit qu'on ne parlerait pas trop de la contextualisation, on a un peu débordé. Comment on améliore cette collaboration de manière très tangible? Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, individuellement? Et je vais me tourner vers toi, Nicolas. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière très concrète pour favoriser un rapprochement qui est beaucoup plus systématique entre ce tissu d'entreprises qui ont des besoins qui sont parfois bien complémentaires, comme on le disait? D'abord, on adhère au CSI. Déjà,
Voilà. Commence à adhérer le Mais CSI. plaisanterie mise à part, moi je dirais que, je pense que ce qui est important dans des projets un peu disruptifs, etc., c'est on est porteur d'une idée, on est porteur, etc. Il faut s'entourer et s'entourer de gens qui justement arrivent avec des expériences et des visions complémentaires qui font que, même si moi c'est le cas au quotidien, même si je n'ai pas forcément envie ou je n'ai pas forcément pensé à aller voir tel ou tel industriel ou tel financier, etc., l'un de mes conseils va me dire, au fait, j'ai rencontré un tel qui, tu devrais aller les voir, etc. Bon. Et donc, il faut coopérer, quoi. C'est ça. Et on coopérera d'autant mieux que quelque part, on a autour de soi un écosystème qui nous pousse à le faire. C'est un état d'esprit, donc, vraiment? Je pense que c'est un état d'esprit. Tu parlais tout à l'heure de la question de la propriété intellectuelle, qu'on a peur de se faire piquer, etc. Je pense que effectivement, ça se travaille, mais en réalité, c'est pas si facile que ça de piquer une propriété intellectuelle. Puis, mine de rien, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de temps qui sont investis sur ce qu'on est en train de développer. Donc, avant que quelqu'un arrive et le pique comme ça du jour au lendemain, il va se passer un peu de temps. Donc, il faut avancer et tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin, quoi. Si je vous pose la question, Alain, vous, avec cette vision, en fait, vous n'êtes pas une PME, pas une start-up. Vous, votre impression de la façon dont on pourrait quelque part fluidifier ces relations entre acteurs. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup des start-up, des PME. Qu'est-ce qui manque? On a parlé de l'état d'esprit, on a parlé du fait de répertorier, d'avoir des sources simples d'accès pour trouver facilement quelqu'un près de chez soi. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient à l'esprit? Oui, alors tout à l'heure, j'évoquais la transformation, cet esprit de transformation permanente, et Anaïs a évoqué l'envie. Donc en fait, il faut surtout que nous, entreprises industrielles, on ait cette envie de mener cette mutation complète. C'est vraiment un changement de paradigme. Quand j'explique que nous sommes passés finalement d'un statut de grand donneur d'ordre auprès de tous ces sous-traitants à devenir finalement nous-mêmes sous-traitants de start-up technologiques, ouais. C'est une grande transformation des idées dans les esprits, quoi. Ça ne s'invente pas comme ça. Et donc, il faut cette envie d'y aller, il faut cet engagement mutuel. Et donc, cet engagement, il passe par les personnes, qui se rencontrent effectivement, et par le fait de dire ouais, il y croit à son produit, et ouais, j'ai envie de faire tourner mon outil de production, et donc on va travailler ensemble. Et c'est quelque chose qui se construit effectivement, on l'a évoqué, sur le long terme. Donc c'est pas juste faire un coup, c'est pas du software. Donc nous, on fait pas du software as a service, on fait du manufacturing as a service. Voilà. On ne va pas aller prendre des parts dans les startups, on ne va pas s'approprier leurs idées, on met nos outils de production à disposition de ces startups pour grandir ensemble, eux avec leurs produits, nous avec notre outil de fabrication. Et donc, de quoi il y a besoin derrière? Donc, effectivement, des hommes qui se rencontrent et qui se font confiance et qui s'engagent effectivement dans cette démarche-là. Et puis, je dirais qu'il faut faire se connaître cet écosystème des personnes qui ont envie. Et donc aujourd'hui, on ne se connaît pas suffisamment. On découvre qu'il y a tel consortium, il y a tel groupement d'entreprises, il y a telle autre entreprise avec un ancien collaborateur de Toshiba qui finalement, qu'on redécouvre 30 ans après, qui fait la même chose que nous. Et on se retrouve dans cet écosystème-là. Cet écosystème, il faut le faire vivre, il faut le dynamiser, il faut faire se rencontrer les gens de façon à ce qu'il y ait effectivement des projets qui matchent. Et derrière, il faut les accompagner, ces projets. Alors les accompagner parce qu'il y a des prises de risques. Effectivement, la start-up, elle prend des risques en permanence en lançant son produit avec la recherche d'outils financiers pour les accompagner. Mais l'accompagnement financier, il viendra d'autant plus facilement qu'il y a un adossement à un industriel derrière. Et nous, industriels, on prend des engagements avec ces start-up aussi, et parfois on prend des risques. Parce qu'on n'a pas toujours la certitude que le projet il va aller jusqu'au bout. Et donc parfois, on va aussi prendre des engagements financiers aux côtés de la start-up. On va approvisionner des pièces, on va prendre des engagements de commande auprès de nos fournisseurs, etc. Et on ne sait pas si ça va toujours marcher. Il y a des périodes parfois difficiles. Ouais. On a vu une période Covid qui a remis en cause un certain nombre de projets aussi. Donc je pense qu'il faut aussi un outil qui permette d'assurer cet accompagnement-là. Donc la BPI, à travers France 2030, nous dit on va mettre des milliards d'euros sur la table pour aider les start-up à monter des usines. Moi, je dirais non, ce n'est pas ça dont il y a besoin. Les startups, elles ne sont pas prêtes toutes à monter des usines aujourd'hui. Par contre, plutôt que de mettre des milliards, mettre quelques millions sur la table pour accompagner ces projets-là qui matchent ensemble en disant il y a une prise de risque, il faut apporter des garanties sur cette prise de risque mutuelle, ça peut être intéressant et ça peut permettre d'aller plus vite. Parce qu'il y a effectivement des industriels qui hésitent certainement
à y aller, qui auraient des possibilités, mais qui n'ont pas cette envie parce que voilà, il manque quelque chose dans le système. C'est super intéressant. L'envie, c'est crucial, mais parfois ça ne suffit pas. On est quand même des entreprises qui doivent faire du business avec un contexte qui en plus n'est pas toujours simple. Il y a autre chose que vous avez dit juste avant que je vais reprendre. Vous disiez un grand groupe qui devient sous-traitant d'une start-up. Et je pense qu'on tient là un paradigme assez fort, et je vais me tourner vers toi, Nicolas, sur le poids quelque part que représentent les grands groupes en France et sur la façon dont, dans le meilleur comme dans le pire, la vision nouvelle de l'industrie, elle doit peut-être un peu moins tourner autour de ces grands groupes. Et on en a parlé un petit peu pendant la préparation, et ton opinion là-dessus sera intéressante à partager, je crois. En pensant à notre conférence, là, j'ai réagi la semaine dernière en lisant un article, je ne sais pas si vous l'avez vu, que la plus grosse usine automobile française aujourd'hui, c'est Toyota. Voilà, moi, j'ai passé 3 ans chez PSA, j'avais envie de pleurer en lisant ça. Voilà. Et j'ai été dans une usine de ce groupe PSA où on venait nous expliquer qu'on devait délocaliser parce que les coûts de fabrication étaient trop élevés. Et ceux qui, comme moi, faisaient partie de l'encadrement, avaient accès aux données, et on voyait que le coût de fabrication, c'était 8% du coût de revient. Voilà. Donc pour 8% du coût de revient, on était capable de fermer des usines pour les mettre à l'autre bout de la planète. Bon. Et d'autres, non français, sont venus installer des usines en France et s'en portent pas plus mal. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que les grands groupes aujourd'hui, ils ont, comment dire, on a besoin d'eux. On doit être fiers des belles réussites de françaises. Récemment, il y a eu des communications sur CMA, CGM, sur PSA justement qui se relancent bien. Tant mieux pour eux. Et c'est vrai qu'on en a besoin et ça doit irriguer tout l'écosystème. Je pense que le contexte est favorable et encourage tout le monde à coopérer. Et nous, typiquement, la PME aujourd'hui que je dirige, on travaille principalement avec des grands groupes. Et où effectivement, moi venant d'un grand groupe, j'ai pu apporter dans cette PME justement cette aisance avec le langage de ces grands groupes qui est parfois différent. Je donne juste une anecdote. Ça faisait un mois que j'étais à la tête de la boîte. Un des chargés d'affaires vient me voir et me dit « Nicolas, on est embêté parce qu'il y a un grand groupe français qui nous propose un contrat pour devenir leur fournisseur exclusif sur telle solution, etc. Et bon, je suis embêté. » Je dis « Attends, je ne vois pas où est le problème là. Le problème, c'est que le contrat, il est en anglais. » Voilà. Et l'équipe, il savait pas lire l'anglais, quoi. Voilà. C'est juste une réalité, c'est comme ça, et tant mieux si on peut apporter ces suppléments dans leur valeur ajoutée. Et donc, je pense que les grands groupes ont leur responsabilité dans le paysage industriel aujourd'hui. Je pense qu'il y a une prise de conscience, et Toshiba l'illustre magnifiquement sur le virage qu'on doit prendre et qu'on peut prendre. Safran coopère avec énormément, moi je suis plus dans ce monde aéronautique, coopère énormément sur des sujets d'une part d'innovation et puis d'autre part de soutien au développement industriel. C'est vrai que dans la PME, il faut savoir, je dirais, s'adapter à leur langage, à leur façon de penser, et puis s'inscrire dans le temps long. Voilà. Merci. Une belle manière d'illustrer, de répondre à ma question. Est-ce que c'est réaliste, Anaïs, de penser qu'on peut casser ce paradigme quand on prend le CAC 40 et qu'on prend les boîtes industrielles, le turnover de ces boîtes-là et le poids qu'elles représentent dans l'économie française qui est très centralisée autour de ces groupes? Est-ce que c'est un vœu pieux d'imaginer qu'un jour, les PME, qui représentent largement plus de 90% des boîtes en France, vont redevenir en fait la base de cette industrie? Parce que tu disais dans une intervention récente que ces PME, elles font l'industrie, ils sont dans le concret, ils font l'industrie au jour le jour, et pourtant leur représentativité n'est pas aussi forte que celle des grands groupes, qui finalement sont parfois très internationalisés. Est-ce que la PME peut redevenir cette star de l'industrie, est-ce qu'elle n'est pas un peu la star oubliée de l'industrie quelque part? Alors, très vaste sujet, difficile de faire une réponse sans monopoliser 3 jours de toutes les personnes qui sont ici. Donc je pense qu'il va y avoir un mouvement de foule vers l'extérieur. C'est compliqué parce que à la fois les grands groupes ont structuré la vie économique française, on a structuré la politique industrielle avec les filières, donc des grands groupes, grands donneurs d'ordre, et derrière découlé toute la politique de filière jusqu'aux sous-traitants de rang 3, voire de rang 4. Et malheureusement, aujourd'hui, on a énormément, malheureusement ou heureusement, c'est pas forcément une fatalité, on a énormément de PME et d'ETI qui dépendent des commandes des grands groupes. Et donc tout l'enjeu, c'est à la fois, d'avoir des grands groupes qui jouent le jeu du territoire France, qui jouent le jeu de soutenir l'écosystème national. Alors jouer le jeu, c'est plein de choses. C'est commencer par respecter les délais de paiement. Règle de base, on respecte la loi LME.
alors ça fait toujours sourire, mais malheureusement, on a tendance à tordre le respect des délais de paiement. C'est quand on confie à une entreprise le fait de développer, par exemple, un nouveau produit ou un nouveau moule, etc. C'est derrière lui confier les volumes et pas confier ces volumes à l'étranger. Et on pourrait lister plein de pratiques comme ça qui, en fait, ont contribué, l'air de rien, à la désindustrialisation et, de la France. Dont des boîtes subventionnées. Je ferme la parenthèse. Dont des boîtes subventionnées. Donc, c'est comment les grands groupes, demain, redeviennent des acteurs dans la construction des écosystèmes et dans le soutien des PME et des ETI. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des entreprises qui vont arriver à produire des produits propres ou à recréer un écosystème avec d'autres PME, d'autres ETI pour sortir finalement de cette dépendance aux grands groupes. Et donc là, c'est c'est quoi la voiture de demain? Est-ce qu'on est capable de faire émerger de nouveaux acteurs dans le domaine de l'automobile en sortant de la logique duopole PSA Renault? C'est comment est-ce qu'on va saisir de nouveaux marchés? Alors on parle beaucoup d'hydrogène, on parle des batteries, on parle de matériaux innovants. Il y a plein de chemins à explorer pour sortir de la dépendance des grands groupes. Et la troisième chose, c'est le rôle des acteurs publics là-dedans, c'est-à-dire que les grands groupes sont toujours sur la focale des acteurs publics. D'ailleurs, dans les appels à manifestation de France 2030, il faudrait regarder, ou même ce qui s'est fait avec France Relance, combien sont captés par des grands groupes et combien bénéficient à des PME et des ETI. Parce que c'est complexe, c'est souvent spécifique, etc. Donc, il y a comment est-ce qu'on construit une politique publique qui va aussi profiter à ces entreprises et qui leur permet de se développer. Merci beaucoup, c'est très clair. Au début de cette conférence, Monsieur le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, est passé juste derrière nous. Et moi, j'ai envie de me tourner vers toi, Paul. Quand on est une start-up industrielle, on a envie de demander quoi aux élites de ce pays? Dans quel contexte une start-up comme Haddock peut ou pourrait se développer bien ou mieux? Qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qu'on veut dans ces moments-là, de manière très tangible? C'est une très bonne question. J'ai eu la chance de pouvoir échanger et faire ces retours aussi à quelqu'un qui est chargé de mission à Bercy sur ces sujets très récemment. Et déjà, ça montre qu'il y a quand même un changement qui s'opère. Nous, on a créé Haddock en 2016. Au tout début, quand on a dit qu'on faisait un produit électronique hardware, tout le monde nous a dit vous n'avez aucune chance. Ensuite, on nous a dit vous n'arriverez pas à le financer. Puis une fois qu'on a eu le proto, vous n'arriverez pas à l'industrialiser. Et quand je dis tout le monde, c'est à la fois les financeurs donc institutionnels, VC, Business Angel, etc. Puis aussi derrière des partenaires, des fournisseurs potentiels et y compris les financeurs publics. On a eu très peu de subventions, on a eu des prêts, on a eu des dispositifs de la BPI qui étaient très liés à la phase de R&D. Par contre, sur la phase de commercialisation, c'est beaucoup plus complexe et surtout sur une société qui a eu toute une phase de R&D en amont. En gros, il y a des critères de sélection européens aujourd'hui qui font qu'une société qui a investi massivement en R&D et donc qui a eu des bilans déficitaires devient société en difficulté. Et cette société en difficulté ne peut pas accéder à des financements liés à la commercialisation. Elle peut aller chercher des financements liés à la R&D, mais pas à la commercialisation. Donc là, déjà, il y a quand même un petit problème, parce que ça veut dire qu'une fois qu'on a sorti une techno nouvelle, innovante, protégée, etc., et qu'on l'a industrialisée et qu'on lance cette commercialisation, on est freiné et on n'a pas forcément les dispositifs qui sont calibrés pour. Ensuite, il y a, je pense, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de choses, et c'est bien, tant mieux. On voit que les choses changent. Le collectif Startup Industriel fait aussi bouger des choses. Ils ne sont pas les seuls, mais ça fait partie de tout ça. Effectivement, Anaïs le disait également, le fait de changer le discours, de passer de l'industrie c'est mal et ça pollue à peut-être que l'industrie c'est notre avenir, c'est notre transition aussi écologique, on n'en a pas parlé, mais et notre souveraineté économique, notre balance commerciale, etc. passe par là. Donc c'est bien, mais c'est pas que des effets d'annonce. Et derrière tout ça, je pense qu'il faut pousser de manière très clair et assez ferme, et là pour le coup c'est de la politique et c'est au niveau de l'État, les véhicules financiers qui sont des venture capital ou autres, qui ont une grosse partie de l'argent de la BPI à investir,
à faire le choix d'aller vers des projets hardware qui sont certes complexes, certes il faut faire un travail d'analyse un peu plus poussé que sur un SaaS pour comprendre si le marché est viable, si l'innovation est vraie, si tout ça. Et oui, il y a un risque avant l'industrialisation, mais quand on voit que certaines boîtes, et je finirai là-dessus, qui font des plateformes de livraison ou des sujets comme ça, lèvent des centaines de millions d'euros pour les dépenser en Google Ads et Facebook Ads pour acquérir des clients à prix d'or et se battre sur un marché où il y en a un seul qui restera. Il faut se dire que aussi dans cet argent, il y a de l'argent public qui a été investi dans des fonds d'investissement. Donc s'il n'y a pas cet incentive d'aller vers des projets de start-up industriels, bah, malheureusement, on va vers la simplicité, entre guillemets, donc c'est le SaaS, l'IA, etc. Merci, c'est très clair. Merci pour ces éléments. En guise, on avance dangereusement vers la fin de cette session. Je voudrais qu'en guise de conclusion, on parle du contexte politique, économique, médiatique actuel. Et je voudrais vous demander, tout un chacun, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans un contexte réel et concret de réindustrialisation? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a les éléments? Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup de la com? On voit beaucoup de choses qui se passent dans les médias autour de ça. Est-ce que votre sentiment d'entrepreneur, c'est qu'on est vraiment en train de paver la voie d'une industrie qui aura une autre allure dans les 5 ou 10 prochaines années, et puis pour la suite, bien entendu? Nicolas? J'espère. C'est le moment sans langue de bois, allez-y. Hein. Moi, je vais dire j'espère. Comment dire, les politiques comme les industriels, il y a quelque chose qu'on doit avoir en commun, c'est la vision du temps long. Je donne un exemple assez illustratif sur ce temps long, c'est la filière nucléaire qui, sur le plan industriel, pourrait être quand même génératrice d'emplois, de solutions sur le plan énergétique, etc. La même personne qui a mené le démantèlement de Fessenheim est aujourd'hui à Matignon. J'espère que quand elle va passer à l'Elysée, je ne sais pas de quel côté elle va basculer. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça change tous les 4 ou 5 ans, ça va être compliqué. Donc moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui avancent dans le bon sens. La manière dont la crise Covid a été passée, on sort d'une crise avec moins de chômeurs qu'en y rentrant. C'est quand même hallucinant et c'est quand même une prouesse que je trouve assez remarquable. Ce que je pense, c'est que les politiques, il ne faut pas trop qu'ils se mêlent de nos sujets. Il faut qu'ils fixent des cadres, qu'ils donnent une vision. Je reviens sur l'aspect financier. On parlait des délais de paiement. OK, la LME, elle est à peu près respectée, mais c'est quand même 45 ou 60 jours. Le portefeuille de brevets que j'ai repris, je l'ai repris en Suède. J'ai passé un peu de temps en Suède. À un moment donné, on avait sur une facture, j'avais 2 jours de retard. 2 jours sur un délai de paiement de 30 jours. Le fournisseur m'a appelé, je me suis fait engueuler. Et il m'a dit, monsieur, plus jamais ça, on ne travaillera plus ensemble, parce que vous êtes incapable de respecter des délais de paiement. Dans ces pays-là, il n'y a pas des banques de la taille des nôtres. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a une PME, quand on doit, même si nos clients payent à 45 en respectant les délais, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers la facturage et on engraisse les banques. Voilà. Donc est-ce qu'on veut engraisser les banques ou est-ce qu'on veut engraisser l'industrie? C'est une question qu'il faut se poser. Et ça, c'est typiquement le genre de cap que doit fixer le politique. Et si déjà il fait ça et qu'il s'y tient, ce sera déjà pas mal. Peut-être pour finir, c'est pas politique puisqu'il ne s'est même pas présenté, mais il y avait un candidat qui voulait aller à la dernière présidentielle qui s'appelle Gaspard Koenig. Et lui, il avait dit, voilà, moi je propose quelque chose, je propose que l'État n'accorde plus 1 euro de subvention à l'économie réelle. Mais en contrepartie, je propose que tous les montants économisés soient déduits des charges que l'État fait poser aux entreprises. Voilà. Je trouve que c'est une idée qui est intéressante à méditer. Bon entendeur. Qui prend la suite pour le contexte industriel? Alain, est-ce que c'est un bon moment pour entreprendre? De votre fenêtre, comment ça se passe? Comment va la réindustrialisation française? Mais je dirais que toute période est bonne pour entreprendre. Quand on a cet esprit-là, on a toujours envie d'entreprendre, quel que soit le moment. Alors je dirais qu'il y a eu toute une campagne avant Covid où on a dit on va réindustrialiser la France. Et puis il y a eu le Covid qui est arrivé là, qui a été quand même un grand coup d'arrêt. Pour moi, ce qui m'a heurté dans cette période-là, c'est qu'on a dit, voilà, il y a des travails qui sont essentiels, il y a des travails qui ne sont pas essentiels. Et là, ça me heurte. Ah bon? Un travail peut ne pas être essentiel. Ça me choque. Et je pense que ça a dû frapper pas mal de personnes de découvrir finalement du jour au lendemain que leur travail n'était pas essentiel.
Voilà, donc je pense que là, il y a une erreur effectivement de communication extraordinaire qui est de dire finalement, voilà, vous travaillez, mais ce que vous faites n'est pas essentiel. Eh bien non, nous on est dans une France, on veut une France d'entrepreneurs, on veut une France où tout travail est essentiel, où les personnes puissent effectivement contribuer, participer, s'impliquer, évoluer, apprendre, coopérer, innover. Et donc on a au début du siècle dernier, lancé des cohortes d'instituteurs en disant vous êtes les hussards de la République. Il faut aujourd'hui qu'on ait des cohortes d'ingénieurs qui soient les nouveaux hussards de la République. Voilà, des ingénieurs qui innovent en France, des ingénieurs qui fabriquent en France, des ingénieurs qui exportent de France, des ingénieurs qui soient vraiment attachés à ce qu'ils font, qui ne soient pas des chasseurs de primes, qui ne soient pas à la recherche de leur objectif individuel, mais qui soient à la recherche d'un objectif commun qui est celui-ci, fabriqué en France. Alors aujourd'hui, je suis également très impliqué dans les réseaux UIMM, donc Union des industries métiers de la métallurgie. Il y a des grosses campagnes de com aujourd'hui vis-à-vis des jeunes. #fier de fer. Les campagnes télévisées aujourd'hui sur Ensemble, on a un avenir à fabriquer avec l'industrie. Eh bien oui, c'est de tout ça dont on a besoin, mettre des cohortes d'ingénieurs entrepreneurs dans nos entreprises. Merci Alain. Paul ? Moi, j'ai une observation très claire là-dessus, c'est qu'avant le Covid, tout le monde se fichait chez nos clients, hein, donc qui sont des entreprises, des industriels, des boîtes du BTP, tout le monde se fichait de savoir où était fabriqué notre hub tactile. Mais vraiment. Maintenant, il n'y a pas un rendez-vous où les gens ne remarquent pas et ne sont pas séduits par le fait que l'on fabrique à Dieppe chez Toshiba. De dire, voilà, notre produit, il est assemblé chez Toshiba, notre carte mère, elle est faite en France, ce genre de choses. Maintenant, c'est devenu des arguments commerciaux extrêmement forts. Donc déjà, je pense que là-dessus, il y a quand même une transformation. Et si au niveau des acheteurs, il y a quelque chose qui change, ça va peut-être faire bouger aussi les fabricants et les offreurs de solutions. L'autre point là-dessus, c'est, je rebondis sur ce que dit Alain très rapidement. Effectivement, sur les centres de formation des IUMM, ce sont en fait des clients d'ADOC, CFA du BTP et CFA de l'industrie. Là-dessus, on voit aussi une transformation et je pense qu'il faut qu'elle aille beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, qui est que au niveau de l'éducation, la voie royale entre guillemets, c'est d'aller faire une prépa, une école de commerce ou une école d'ingénieur pour se retrouver ensuite à travailler dans un bureau, dans un grand groupe. Et derrière, il y a plein de gens qui font ça et qui sont extrêmement malheureux et qui, on le voit beaucoup hein, dans ma génération, qui à 30 ans et quelques, changent de métier, deviennent menuisiers, plombiers ou autres. Et à l'inverse, moi je passe du coup beaucoup de temps maintenant dans les CFA du BTP et de l'industrie. C'est des gens qui sont sûrs d'avoir un travail à la sortie, un emploi bien rémunéré, qui apporte réellement de la valeur parce qu'on en a besoin, pour la rénovation des bâtiments, etc. Et c'est pas du tout assez valorisé au niveau de l'éducation. Je pense qu'il y a très peu de conseillers d'orientation qui aujourd'hui disent mais c'est pas parce que tu as des bonnes notes que tu peux pas aller faire électricien, c'est pas parce que tu as des bonnes notes que tu peux pas aller faire plombier. C'est au contraire vécu comme un échec d'aller dans ces filières-là, alors que c'est super utile et c'est des super métiers. Voilà. Merci Paul. Le sujet de l'éducation et de comment elle suit ce mouvement-là sera le thème d'une autre table ronde qu'on ne peut pas aborder maintenant. Anaïs, je vais te laisser le presque mot de la fin. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce contexte? Tu travailles beaucoup, tu écris dessus, tu fais des livres dessus, donc tu vois les choses évoluer. Est-ce que tu es optimiste, Anaïs? Je pense que si j'étais pas optimiste, c'est pas la peine que je vienne dans ce type d'événement, parce qu'à part plomber le moral de tout le monde, ça servirait pas à grand chose. Et que le jour où on n'est plus optimiste, je pense qu'il faut arrêter de vivre. Il faut faire autre chose. Ça sera le titre du replay sur YouTube. Hein, Très bien. Écoute, j'ai vocation à devenir un troll et un mème en même temps, donc ma carrière est bien lancée. Non, il faut être optimiste. La réindustrialisation, il ne faut pas mentir aux gens. C'est quelque chose qui va être extrêmement long, qui va être coûteux. Sur lequel on a encore 10 000 obstacles qui vont se poser devant nous parce qu'on n'est pas la seule nation qui a envie de se réindustrialiser. Mais il y a une chose, je pense, qu'il faut marteler. Il faut des ingénieurs qui vont travailler dans l'industrie, mais il ne faut pas que des ingénieurs, je suis d'accord. Il faut que tout le monde, en fait, la réindustrialisation, ce n'est pas une histoire d'ingénieurs, ce n'est pas une histoire de chef d'entreprise, ce n'est pas une histoire d'école. C'est une histoire d'un pays qui se met en mouvement pour recréer son histoire.
c'est un pays qui va défendre ses valeurs, c'est un pays qui va rendre son modèle soutenable. C'est ça la réindustrialisation. Les usines, finalement, c'est presque secondaire dans le débat. C'est qu'est-ce qu'on veut faire collectivement. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire collectivement? Eh ben, on a besoin de savoir maîtriser notre production sur le territoire national. C'est tout. Et donc, les industriels se mobilisent. L'année prochaine, ce serait bien que le thème du salon, c'est la société française se mobilise derrière son industrie pour son projet de société. Je savais qu'il fallait que je te confie cette presque conclusion. C'était une bonne pioche. Merci Anaïs. Je vais tous vous remercier pour cet échange, ma foi, très agréable sur ce sujet. J'invite toutes les personnes dans l'audience à venir allègrement vous solliciter pour en savoir davantage sur vos projets respectifs. Également remercier, même si je l'ai un petit peu dit au début, le collectif des startups industrielles France qui, on dit, est-ce qu'on est la conjoncture est positive dans l'industrie? Voilà, il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation, c'est avant tout des rencontres, comme dirait Edouard Baird. Et ces rencontres sont générées notamment par le collectif qui nous permettent d'échanger entre entrepreneurs. On fait un coucou à la présidente du collectif qui est debout juste là-bas, Éléonore Blondeau. Merci pour ça, merci de créer cette énergie. Et puis, on vous invite surtout à regarder le reste du programme des tables rondes qui est loin d'être terminé, on n'en est qu'au début, sur Internet, et allez suivre le collectif Startup Industrielle France sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment, mais je suis sûr que vous l'avez déjà fait depuis le début de la conférence. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.